Paris, lycée Henri IV, l'établissement le plus prestigieux de France où seule l'élite envoie ses enfants. Louis de Montmorency, 10 ans, héritier d'un empire de 950 millions d'euros, venait de recevoir son 9e zéro en mathématiques consécutif. Pendant que sa mère, Isabelle de Montmorency, PDG glacial d'un groupe pharmaceutique, l'humiliait publiquement dans le couloir de l'école devant tout le monde, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Jean-Baptiste Moreau, le concierge veuf que tout le monde ignorait, s'approcha et murmura quelque chose à l'oreille du garçon. 3 mois plus tard, Louis remportait le concours national de mathématiques et battait 250 génies de toute la France. Mais la vérité la plus bouleversante restait à découvrir. Ce concierge qui nettoyait les toilettes était en réalité le professeur Jean-Baptiste Moreau, neurochirurgien de renommée mondiale et candidat au prix Nobel, qui avait tout perdu après une tragédie indicible et avait choisi de vivre dans l'ombre. Ce que personne ne savait, en enseignant à Louis le secret de l'apprentissage, Jean-Baptiste se sauvait aussi lui-même. Le lycée Henri IV, dans le 5e arrondissement de Paris, n'était pas un établissement ordinaire. Avec des frais de scolarité de 55 000 € par an et des donations millionnaires garantissant des privilèges inavouables, il représentait le saint des saints de l'éducation française. Pourtant, dans cette tour d'ivoire, Louis de Montmorency vivait son enfer personnel. L'enfant était assis dans le bureau du proviseur avec le 9e devoir de mathématiques barré de rouge dans ses mains tremblantes. Devint la 9e insuffisance consécutive en 2 mois. Sa mère, Isabelle de Montmorency-Rochefoucauld, se dressait au-dessus de lui comme une statue de glace dans ses tailleurs Chanel à 7 000 €. PDG de Pharma Global France, elle dirigeait un empire de 3 milliards de chiffre d'affaires mais ne pouvait gérer l'échec scolaire de son fils. La femme criait au proviseur durant quelque chose sur les donations de la famille, sur les 700 000 € annuels qu'il versait à l'école, sur l'inadmissibilité de la situation. Louis se recroquevillait de plus en plus sur sa chaise, les larmes coulant sur son visage tandis que sa mère le qualifiait de honte pour le nom des Montmorency. C'est à ce moment que la porte s'entr'ouvrit légèrement. Jean-Baptiste Moreau, le concierge de l'école, entra en poussant son chariot de nettoyage. 48 ans, barbe de 3 jours, l'uniforme bleu de travail avait connu des jours meilleurs, mais ses yeux, quand ils se posèrent sur l'enfant en pleurs, brillèrent d'une compréhension profonde que personne ne remarqua. L'homme s'excusa pour l'interruption et fit mine de partir, mais quelque chose le retint. Peut-être était-ce la façon dont Louis serrait cette feuille, ou le tremblement dans ses petites épaules. Jean-Baptiste s'approcha de l'enfant et s'agenouilla à sa hauteur avec une douceur qui contrastait avec la dureté de l'environnement. Ce qu'il vit sur le devoir le fit tressaillir. Ce n'étaient pas les erreurs d'un enfant paresseux ou stupide. C'étaient les schémas caractéristiques de la dyscalculie et de la dyslexie, les mêmes qu'il avait vus des centaines de fois dans une autre vie quand il était quelqu'un d'autre. Isabelle rit avec mépris quand le concierge osa suggérer que Louis pourrait être dyslexique. Qui était-il pour faire des diagnostics médicaux? Un homme qui nettoyait les toilettes, qui osait contredire les meilleurs spécialistes de Paris. La femme saisit Louis par le bras et le traîna dehors, non sans menacer le proviseur de retirer toutes les donations si la situation ne s'améliorait pas. Mais en partant, Jean-Baptiste avait déjà pris sa décision. Il sortit de sa poche un vieux Rubik's Cube et le laissa sur le bureau de l'enfant avec un mot « Ton cerveau n'est pas cassé, il est juste différemment génial ». Cette nuit-là, dans l'hôtel particulier de 15 millions € des Montmorency à Neuilly, Louis tourna ce cube dans ses mains pendant des heures. Pour la première fois depuis des mois, il ne se sentait pas stupide. Quelqu'un avait vu quelque chose en lui qu'il ne savait même pas posséder. Le lendemain, pendant la récréation, Louis se faufila dans le local du concierge. Il trouva Jean-Baptiste assis sur une caisse retournée, plongé dans un livre de neuroplasticité cognitive en anglais. Les murs étaient couverts de notes, de diagrammes, de formules pédagogiques avancées qu'un simple concierge n'aurait pas dû connaître. Pendant les 2 semaines suivantes, Louis disparaissait chaque jour à la même heure pour une demi-heure. Jean-Baptiste lui enseignait des techniques extraordinaires
qui transformait les nombres en histoire, les équations en aventure, les formules en musique. Ce n'étaient pas des leçons traditionnelles, c'étaient des voyages dans l'esprit où les mathématiques devenaient art et la logique poésie. Le concierge parlait peu de son passé, mais une fois, en regardant Louis résoudre un problème avec sa méthode, il murmura que son fils Théo avait eu les mêmes difficultés. Quand Louis demanda où était Théo maintenant, Jean-Baptiste regarda par la fenêtre et répondit qu'il était dans un meilleur endroit, avec sa mère. L'enfant ne comprit pas immédiatement, mais sentit le poids d'une douleur ancienne dans ses mots. 3 semaines après la rencontre dans le local du concierge, ce que tous qualifièrent de miracle se produisit. La professeure de mathématiques appela Isabelle, incrédule, pour l'informer que Louis avait obtenu 18-20 au contrôle de mathématiques. Pas une erreur, pas de chance, compréhension pure et raisonnement brillant. Isabelle arriva à l'école en 20 minutes, fonçant avec sa Bentley à travers le trafic parisien. Elle ne pouvait croire que son fils, l'enfant qu'elle avait étiqueté comme un échec, avait obtenu un tel résultat. Pourtant, c'était là le devoir, avec le commentaire de la professeure, excellent raisonnement, approche innovante de la solution. Ce soir-là, Charles de Montmorency rentra de Hong Kong où il avait conclu une affaire de 400 millions. L'entrepreneur qui avait bâti un empire technologique à partir de rien écouta l'histoire avec méfiance. Il connaissait trop bien le monde pour croire au miracle. Quelqu'un aidait Louis et il découvrirait qui. Il fit discrètement surveiller son fils et ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Les enregistrements montraient Louis entrant quotidiennement dans le local du concierge. Charles décida d'enquêter personnellement sur cet espace exigu et ce qu'il trouva lui glaça le sang. Des piles de livres de neurosciences, pédagogie avancée, psychologie cognitive couvraient chaque surface. Des articles scientifiques en plusieurs langues, tous annotés avec une écriture précise de médecin. Et puis, caché derrière une boîte, la photographie qui changea tout. Jean-Baptiste, en blouse blanche, sur le podium d'une conférence internationale, recevant un prix. La plaque était clairement lisible. Prix d'excellence en recherche, Père Jean-Baptiste Moreau, études révolutionnaires sur la neuroplasticité infantile. Une recherche rapide sur Internet révéla la vérité. Professeur Jean-Baptiste Moreau, neurochirurgien de renommée mondiale, le plus jeune chef de service dans l'histoire française, pionnier des techniques d'apprentissage pour enfants avec troubles cognitifs. Publication dans Nature et Sciences, conférences dans le monde entier, candidat au prix Nobel de médecine. Puis, 3 ans auparavant, la tragédie dont les journaux avaient parlé pendant des semaines. Sa femme, Marie, morte d'une hémorragie cérébrale au volant. L'accident avec leur fils Théo à bord. Les 2 morts pendant que Jean-Baptiste opérait à l'hôpital, ignorant la tragédie. Le neurochirurgien avait disparu après l'enterrement. Certains disaient qu'il s'était suicidé, d'autres qu'il avait fui à l'étranger. Personne n'aurait imaginé qu'il nettoyait les toilettes d'une école primaire à Paris. Charles confronta Jean-Baptiste le lendemain, le trouvant en train de laver les sols du 2e étage. 2 mots suffirent pour faire tomber le masque, professeur Moreau. Jean-Baptiste se figea mais ne se retourna pas, les épaules courbées sous le poids d'une douleur que 3 ans n'avaient pas su alléger. L'homme expliqua que ce nom appartenait à quelqu'un qui n'existait plus, mort avec sa famille cette maudite nuit de janvier. Mais Charles insista, voulant comprendre pourquoi un génie médical s'abaissait à être concierge. La réponse fut simple et dévastatrice à la fois. Chaque fois que Jean-Baptiste entrait dans une salle d'opération, il voyait Marie sur la table, mourante, alors qu'il était impuissant. Chaque enfant qu'il rencontrait lui rappelait Théo. Nettoyer était simple, mécanique, ne demandait pas de ressentir, jusqu'à ce qu'il voie Louis, si semblable à son fils dans ses difficultés, ayant tellement besoin de quelqu'un qui croit en lui. Charles offrit de l'argent, des centaines de milliers d'euros, mais Jean-Baptiste refusa. Il ne voulait pas d'argent, il voulait seulement voir Louis s'épanouir. C'était tout ce qu'il demandait, une forme de rédemption pour n'avoir pas pu sauver son fils. 2 mois plus tard, Louis était transformé. Il excellait non seulement en mathématiques, mais dans toutes les matières. La méthode de Jean-Baptiste avait débloqué quelque chose dans son cerveau. Une capacité d'apprentissage qui stupéfiait même les professeurs les plus sceptiques.
Mais Isabelle, dans son ambition démesurée, n'était toujours pas satisfaite. Lors d'une réunion du conseil d'administration de l'école, elle annonça que Louis participerait au concours national de mathématiques pour les écoles primaires. La compétition était dans 3 mois. Les participants se préparaient pendant des années, mais Isabelle était catégorique. Son fils gagnerait ou l'école perdrait les donations des Montmorency pour toujours. Quand Louis apprit la décision de sa mère, il eut sa première crise de panique. Jean-Baptiste le trouva caché dans le local, respirant frénétiquement dans un sac en papier. Le concierge s'assit à côté de lui, sur le sol poussiéreux, et lui parla de Théo. Comment lui aussi avait eu peur avant les compétitions de natation. Comment vraiment gagner ne signifiait pas arriver premier, mais faire mieux qu'hier. Il parla aussi d'Isabelle, comment la peur de voir son fils jugé la poussait à le rendre invincible. C'était la même erreur qu'il avait faite avec Théo, le pousser trop fort, vouloir le protéger par la perfection. La dernière dispute qu'ils avaient eue, le jour de l'accident, portait justement sur les rêves de Théo de devenir artiste plutôt que médecin. Les derniers mots de Jean-Baptiste avaient été de déception, et ce remords le consumait chaque jour. Louis, avec la sagesse instinctive des enfants, enlaça l'homme qui pleurait et murmura que Théo savait qu'il était aimé, tout comme lui savait que sa mère l'aimait, même si elle ne savait pas comment le montrer. À partir de ce jour, la préparation devint intense, mais équilibrée. Jean-Baptiste n'enseignait pas seulement les mathématiques, mais la résilience, la méditation, la confiance en soi. Charles observait de loin, avait fait d'autres recherches sur Jean-Baptiste, diplôme à 21 ans, spécialisation à Johns Hopkins, publication révolutionnaire, une carrière fulgurante interrompue par la tragédie. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Un soir, Charles trouva Jean-Baptiste en train de nettoyer l'amphithéâtre et tenta de le convaincre de retourner à la médecine. L'homme refusa, regardant ses mains abîmées par les produits de nettoyage. Des mains qui avaient sauvé des centaines de vies, mais pas les 2 qui comptaient le plus. Elles ne méritaient pas de toucher un autre scalpel, dit-il, mais peut-être méritaient-elles de sauver Louis d'une autre manière. Le jour du concours, le lycée Henri IV était méconnaissable. 250 enfants géniaux de toute la France, accompagnés d'équipes de tuteurs et de familles complètes, remplissaient l'amphithéâtre. Les caméras de France 2 couvraient l'événement. Les journalistes interviewaient les petits prodiges. Louis était pâle, avait vomi 2 fois de nervosité. Jean-Baptiste l'avait trouvé dans les toilettes, tremblant, convaincu de ne pas être à la hauteur de ses vrais génies. Le concierge lui avait rappelé qu'il y a 3 mois, il ne pouvait pas faire une division, et maintenant résolvait des équations différentielles. Il n'était pas là pour battre les autres, mais pour se montrer à lui-même jusqu'où il était arrivé. Isabelle était arrivée comme une furie, furieuse du retard de Louis, prête à blâmer Jean-Baptiste d'avoir donné de faux espoirs à son fils. Mais Louis, avec une force qui surprit tout le monde, se plaça entre le concierge et sa mère, déclarant qu'il était spécial à sa manière, pas de la façon qu'elle voulait, et que même perdre serait une leçon, pas une humiliation. La première épreuve de logique vit Louis fermer les yeux et visualiser les problèmes comme des histoires, les transformant en aventures comme Jean-Baptiste le lui avait enseigné. Il finit dans les 20 premiers. La deuxième épreuve, algèbre, fut plus difficile. Les lettres commencèrent à danser sur la page, mais Louis vit Jean-Baptiste dans le public qui se touchait le cœur, puis le pointait. Le message était clair. Fais-toi confiance. Appliquant la technique du palais de mémoire, il finit dans les 10 premiers. L'épreuve finale était un problème complexe, demandant créativité et compétence. Louis faillit rire en le lisant. C'était exactement le type d'énigme que Jean-Baptiste transformait en histoire de pirates et de trésors. Pendant qu'il écrivait, il entendait la voix de son mentor dans sa tête, lui rappelant que les mathématiques étaient de la poésie, qu'il ne devait pas chercher la réponse, mais laisser la réponse le trouver. Quand le temps s'écoula, Louis avait écrit 3 pages, non seulement résolvant le problème, mais trouvant 2 solutions alternatives que personne n'avait envisagées. L'attente des résultats fut angoissante.
Isabelle marchait comme une lionne en cage. Charles cachait le tremblement de ses mains. Jean-Baptiste nettoyait obsessionnellement le même endroit du sol. L'annonce de la 3e et 2e place passa en un éclair. Puis le nom de Louis de Montmorency fut prononcé comme vainqueur, avec une solution qui avait impressionné le jury par son originalité et sa créativité. L'amphithéâtre explosa en applaudissements, tandis que le garçon restait immobile, certain d'avoir mal entendu. Ce fut Jean-Baptiste qui le poussa doucement vers la scène. Pendant que Louis recevait la médaille d'or, il chercha le concierge dans la foule. Il était tout au fond, dans l'ombre, et pleurait. Pour la première fois en 3 ans, c'étaient des larmes de joie. La victoire de Louis devint virale. L'enfant dyslexique qui a conquis le concours national de mathématiques titrait les journaux nationaux. Les demandes d'interview se multiplièrent. Tous voulaient connaître la méthode miracle. Louis répétait toujours la même phrase. Il avait eu un professeur spécial. Ce fut un journaliste d'investigation qui reconnut Jean-Baptiste sur une photo en arrière-plan pendant la remise des prix. La bombe médiatique explosa immédiatement. Le neurochirurgien disparu, candidat au Nobel, qui était concierge dans l'école de l'enfant prodige. Les médias s'affolèrent, les collègues du passé le cherchaient. Des hôpitaux prestigieux offrèrent des postes de chef de service avec des salaires à 6 chiffres. Jean-Baptiste tenta de disparaître, mais c'était trop tard. Il se barricada dans son studio à Belleville, un appartement dépouillé avec juste un lit, une chaise et des piles de livres. Partout des photos de Théo et Marie, des sourires figés dans le temps. Il contemplait une bouteille de whisky et une boîte de somnifères quand la sonnette retentit. Louis était à la porte avec Charles. L'enfant entra sans demander la permission, s'approcha des photos de Théo, un garçon de son âge, avec les mêmes yeux doux que son père. Il demanda s'il l'aurait aimé et Jean-Baptiste s'effondra complètement, pleurant comme il n'avait pas pleuré même à l'enterrement. Louis l'enlaça de ses petits bras et murmura que Théo serait fier, que son père l'avait sauvé et sauverait tant d'autres enfants. Charles se racla la gorge et fit son offre. La Fondation Montmorency financerait un centre pour enfants avec difficulté d'apprentissage. Il s'appellerait Centre Théo et Marie Moreau, et Jean-Baptiste le dirigerait. La porte s'ouvrit à nouveau et Isabelle entra. Pour la première fois, elle ne portait pas un de ses tailleurs, mais un jean et un pull. Elle s'excusa auprès de Jean-Baptiste, le remerciant d'avoir sauvé Louis d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu. Elle confessa avoir été aussi dyslexique que son père l'avait fait se sentir défectueuse et qu'elle avait passé sa vie à compenser, devenant dure et parfaite. Elle répétait la même erreur avec Louis. Jean-Baptiste vit derrière le masque de glace une mère blessée qui blessait à son tour. Il parla de comment la douleur pouvait nous rendre durs ou compatissants, comment Louis avait montré une 3e voie, transformer la douleur en amour, la différence en force, la perte en opportunité d'aider les autres. Dans ce petit appartement, entre les fantômes du passé et les promesses du futur, quelque chose de nouveau naquit. Pas une famille traditionnelle, mais une famille choisie, unie non par le sang, mais par la compréhension partagée que de la souffrance peut naître le salut. 1 an plus tard, le centre Théo et Marie Moreau était une réalité vibrante. 300 enfants avec difficulté d'apprentissage le fréquentaient gratuitement, apprenant avec des méthodes révolutionnaires qui changeaient l'approche éducative dans toute l'Europe. Louis, maintenant 11 ans, était devenu l'assistant officieux de Jean-Baptiste, aidant les nouveaux arrivants et démontrant que la dyslexie n'était pas une condamnation, mais une forme différente de génie. Pendant la fête du 1er anniversaire, un notaire âgé se présenta avec des documents qui changeraient tout. La duchesse Élisabeth de Vaugirard, mère de Marie et belle-mère de Jean-Baptiste qu'il avait toujours méprisé pour ses origines modestes, avait légué 70 millions d'euros au gendre qu'elle n'avait jamais accepté de son vivant. La lettre accompagnant l'héritage était une confession déchirante. La duchesse avait fait suivre Jean-Baptiste après la tragédie, avait vu le concierge qui sauvait des enfants, le chirurgien qui se punissait en renonçant à la gloire. Elle avait vu comment il avait transformé Louis et compris trop tard que l'amour n'a pas de classe sociale.
L'argent était l'héritage de Marie qu'elle n'avait jamais touché parce que Jean-Baptiste la faisait se sentir plus riche que n'importe quelle fortune. La duchesse demandait pardon et suppliait Jean-Baptiste d'utiliser ses fonds pour sauver d'autres enfants, leur donner l'acceptation inconditionnelle qu'elle n'avait pas su donner à sa fille. Jean-Baptiste pleurait silencieusement en lisant ces mots. Louis prit sa main et avec la logique simple des enfants dit que maintenant Marie savait pour le centre et approuvait. Avec ces fonds naquit la fondation Théo et Marie pour l'éducation inclusive qui en 5 ans ouvrirait 25 centres en France, sauvant des milliers d'enfants étiquetés comme difficiles ou lents. La cérémonie d'inauguration du 2e centre à Lyon devint virale sur les réseaux sociaux. Jean-Baptiste coupait le ruban en costume élégant, mais avec son vieux badge de concierge au revers. Louis, maintenant 16 ans, parlait devant des centaines de personnes de sa transformation. Isabelle annonçait l'adoption d'une loi pour des dépistages obligatoires de la dyslexie dans toutes les écoles françaises. Charles révélait que Montmorency Tech embaucherait préférentiellement des personnes avec troubles de l'apprentissage, car penser différemment signifie innover. Le moment le plus touchant arriva quand un garçon de 7 ans, timide et effrayé, avec les mêmes problèmes que Louis avait eus, s'approcha de Jean-Baptiste en l'appelant « Monsieur le concierge », comme le faisaient tous les enfants. Le petit demanda s'il était stupide, et Jean-Baptiste s'agenouilla, comme il l'avait fait avec Louis des années auparavant, murmurant qu'il était spécial et qu'il lui enseignerait le secret pour voler. Quand l'enfant demanda quel était ce secret, Jean-Baptiste sourit, regarda Louis qui souriait en retour et prononça les mots qui avaient tout changé. Il n'existait pas de bonne façon d'apprendre, il existait seulement sa propre façon unique, et ensemble, ils la trouveraient. Alors que le soleil se couchait sur Lyon, illuminant le nouveau centre, un papillon se posa sur l'épaule de Jean-Baptiste. Louis, qui étudiait maintenant la médecine pour continuer l'œuvre de son mentor, murmura que c'était Théo, qui disait qu'il était fier. Jean-Baptiste hocha la tête avec les yeux humides, ressentant enfin la paix. La dernière image que la France garde de cette histoire est puissante dans sa simplicité. Jean-Baptiste et Louis entrant ensemble dans une salle de classe pleine d'enfants considérés comme difficiles. Jean-Baptiste porte la blouse de médecin qu'il n'avait jamais jetée sous le bras, mais porte toujours l'uniforme de concierge. Louis tient dans sa main le vieux Rubik's Cube qui avait tout commencé. Au tableau, écrit à la craie colorée, la devise du centre. Ici, les différents deviennent extraordinaires. Et en dessous, plus petit mais non moins important, à la mémoire de Théo et Marie Moreau qui veillent sur nos rêves depuis là-haut. L'histoire du concierge qui était un génie, de l'enfant en échec qui était brillant, de la famille née de la douleur, avait prouvé une vérité universelle. Les secrets les plus puissants sont souvent les plus simples. Parfois, il faut juste quelqu'un qui voit au-delà des apparences, qui nettoie non pas les sols, mais les préjugés qui obscurcissent le vrai potentiel de chaque enfant. Jean-Baptiste avait trouvé sa rédemption non pas en retournant à la neurochirurgie, mais en devenant gardien de rêves et de possibilités. Louis avait découvert qu'être différent n'était pas un défaut, mais un super-pouvoir. Et ensemble, ils avaient créé quelque chose de plus grand qu'eux. La preuve vivante que de l'échec peut naître le triomphe, que chaque enfant mérite quelqu'un qui croit en son potentiel unique et que l'amour et la compréhension peuvent transformer des vies d'une manière qu'aucune richesse ne pourra jamais acheter. Mettez un like si vous croyez que chaque enfant mérite quelqu'un qui voit son potentiel caché. Commentez avec le moment qui vous a le plus touché. Partagez avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'être différent est un don, pas une condamnation. Abonnez-vous pour d'autres histoires qui montrent comment l'amour et la compréhension peuvent transformer des vies.